En hiver, le jour se lève très tard sur Muir, la minuscule île au large de l'Écosse tout au nord, à mi-chemin de l'Islande. Ou plutôt du pôle Nord, dirait-on, quand elle est balayée par les vents d'ouest. Les matinées y sont belles, feutrées, rigoureuses et étonnamment claires quand les nuages se dissipent, mais les nuits durent longtemps. Bien sûr, les chiens ne se soucient pas vraiment de savoir s'il fait jour ou non. Ils déterminent à vue de nez quand il est l'heure de se lever pour entamer leur routine quotidienne bien chargée, qui consiste à renifler un peu partout, surtout les mauvaises odeurs. Ça sent bien mauvais. Et à quémander des petits bouts de nourriture. Je ne dirais pas qu'il est obligatoire d'avoir un chien quand on vit sur Muir, mais presque. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait, et ce ne sont pas les insulaires qui vous diront le contraire. L'île est sûre, les voitures y sont rares, et celles qui circulent ne roulent pas bien vite sur les chemins agricoles criblés d'ornières. Elle regorge de lieux attrayants, comme des landes pour courir et des criques ou des plages pour nager. On y trouve des tas de bâtons. Les toutous peuvent aboyer sur les phoques, se rouler dans les crottes de moutons, jouer avec une ribambelle de leurs congénères et s'affaler devant un bon feu après avoir passé la journée à batifoler. Personne, ou presque, ne les tient en laisse et ils sont admis dans le pub. Muir est le paradis des chiens. La plupart des résidents de l'île partagent cette analyse. Les chiens de berger dorment dans la grange au chaud, couchés sur le foin, le souffle tiède des vaches sur leurs flancs. À la ferme Mackenzie, juchée sur une petite colline à la pointe sud de l'île, dans le prolongement de la Grand-Rue avec ses devantures aux couleurs vives, roses, jaunes, rouges, pour contrebalancer les ciels bas et lourds de l'hiver et égayer les mois les plus sombres, c'est là qu'ils dorment satisfaits, leurs pattes remuant, lancés à la poursuite des moutons qui peuplent leurs rêves. Tous, sauf Bramble, le plus vieux et le plus aimé de tous les chiens de ferme. Il ne travaille plus depuis des années, mais personne n'ose lui chipper sa place. Dans la cuisine de la vieille maison, aussi près du poêle à bois qu'il est techniquement possible de l'être sans prendre feu. Il renifle, ronfle beaucoup et a tendance à se lever très tôt, ce que Flora, qui vit là, trouve parfaitement ridicule. C'est un vieux chien. Il dort 20 heures par jour, alors il pourrait sans doute se reposer un peu entre 5 et 7 heures du matin, non? À la décharge de Bramble, Flora se lève tôt elle aussi pour aller ouvrir la Seaside Kitchen dans le village. On ne peut pas faire plus court comme trajet. Le long de la Grand-Rue, les 2 boutiques de souvenirs sont peintes en jaune et en menthe, la pharmacie dans un bleu délavé, le salon de coiffure dans un fuchsia flambant neuf qui ne plaît à personne, et le poissonnier en orange pâle. Viennent ensuite les murs noirs et blancs écaillés du Harbour's Rest, l'hôtel et pub du village qui accueille les différents rites de passage. Noces, funérailles, fêtes d'anniversaire, célébrations en tout genre. Il est tenu avec une certaine négligence par Ingebrigt, une Islandaise qui n'a pas de chien parce qu'elle aime faire la grasse matinée, alors même que les pintes de bière traînent encore, toutes collantes, sur ces tables non nettoyées. 2 portes plus loin, en rose pâle, se niche la Seaside Kitchen. Flora est revenue sur Muir il y a 1 an pour le travail. Elle devait y régler un problème juridique. Originaire de l'île, elle l'avait quitté des années plus tôt, attirée par les lumières de la grande ville, et pensait ne jamais y remettre les pieds. Elle appréhendait son retour. Mais la vie, comme souvent, lui réservait des surprises. Les choses ne se sont pas passées comme prévu sur le plan professionnel, et elle est retombée amoureuse de la terre de ses ancêtres, ainsi que de l'avocat qui l'avait envoyé sur l'île, Joel Binder. Joel. Eh bien, disons qu'il n'est pas facile. Flora ne l'en aime pas moins pour autant, et peut-être même qu'elle l'aime un peu pour cela. Flora est du genre à aimer les défis. Ce matin-là, comme tous les autres, elle se força à sortir du lit. Elle savait qu'il fallait qu'elle se lève, sinon son père serait debout avant elle, et elle ne supportait pas d'imaginer ses vieux pieds arthritiques sur le dallage glacé de la cuisine avant qu'elle n'ait pu alimenter le feu et mettre l'eau à chauffer. Quand la bouilloire sifflait, il pouvait se lever, mais pas avant. Elle se dégagea le visage, écartant ses cheveux emmêlés. Elle a un physique inhabituel, Flora. Enfin, pas dans les îles. Fruit des brassages entre Celtes et Vikings sur des générations, elle a la peau la plus pâle qui soit, aussi blanche que l'écume des vagues. Des cheveux ni blonds ni châtains, presque ternes. Des yeux clairs dont la couleur varie du bleu au vert en passant par le gris, en fonction du temps. À Londres,
On ne la remarquait même pas. Ici, elle se fond dans les flots agités et moutonneux, les falaises calcaires, les oiseaux de mer blancs et les phoques. Elle fait comme partie du paysage. Bramble, ce vieux pépère, était toujours tout feu tout flamme à cette heure de la journée. Il balayait de son énorme queue tout ce qui se trouvait sur son passage, tandis que Flora étreignait son gros ventre velu, commençait à préparer le petit déjeuner, puis se traînait jusqu'à la douche. Joël n'était pas là en ce moment. Il était à New York et serait de retour pour Noël, ce qui, en un sens, n'était pas pour déplaire à Flora en ce petit matin muet et ténébreux. Flora et Bramble descendirent tous les deux la rue d'un pas allègre, la jeune femme réfléchissant aux tâches qu'elle allait confier à Ayla et Yona, les 2 jolies filles de l'île qui travaillaient au café avec elle. Préparer des gâteaux, des tourtes et des viennoiseries, sans oublier d'écouler autant de parts de Christmas pudding que possible. Flora s'était mise à confectionner ses cakes aux fruits dès le début du mois de novembre, car ils avaient besoin d'une période de maturation pour être bons. Elle les vendait à la tranche et prenait le risque d'en faire un par jour, pas certaine de rentabiliser son investissement. Les ingrédients coûtaient cher et étaient difficiles à se procurer sur Muir. Sans compter qu'elle se retrouverait peut-être avec des dizaines d'invendus en janvier. En tout cas, depuis début décembre, soit la semaine précédente, ils se vendaient comme des petits pains. Certains clients en achetaient chaque jour et Flora, soucieuse de la santé de leurs artères, envisageait de mettre en place un système de quotas. Malgré le prix des ingrédients, qui étaient tous de première qualité, et la célèbre carte de fidélité de la Seaside Kitchen, que Flora avait dû créer afin d'augmenter les prix pour les touristes et les visiteurs estivaux, la seule solution pour leur permettre de tenir tout l'hiver sans pénaliser les résidents de l'île au salaire bien moins élevé. Ils rapportaient une somme rondelette. Elle continuerait donc à en confectionner un par jour. Cela leur laisserait quand même 3 semaines de maturation. Bramble l'accompagna jusqu'à la Seaside Kitchen, mais n'en franchit pas le seuil, même s'il fit tout pour. Il connaissait la chanson. Flora était très à cheval sur l'hygiène. Ingebrigt, elle, l'aurait laissé entrer dans le Harbour's Rest pour qu'il fasse le tour des tables, à la recherche de vieilles cacahuètes, mais elle n'était pas encore levée à cette heure. Alors Bramble partit sagement faire sa ronde, au petit trot. Madame Macpherson remontait la grande rue avec Brandy, son terrier blanc des Highlands, comme elle le faisait quotidiennement au saut du lit. Elle avait expliqué à Flora qu'on ne dormait plus passé 70 ans. La jeune femme s'était efforcée de lui adresser un sourire compatissant, tout en se demandant combien d'heures la vieille dame dormirait si elle en avait l'occasion. Le lundi, jour de fermeture de la Seaside Kitchen, Flora ne se levait pas avant midi. Quand Joël était là, elle essayait de le convaincre de prendre sa journée lui aussi. Et enfin, cela attendait à déboucher sur autre chose. Mais elle ne voulait pas y penser maintenant. Bramble dit bonjour à Brandy en lui reniflant poliment le derrière, puis poursuivit sa route jusqu'à la maison de la presse, où Ian, qui la tenait, lui donna le journal de la veille. Ceux du jour n'arrivaient qu'avec le premier ferry de la journée à 8 heures du matin. Mais cela ne dérangeait pas le moins du monde le père de Flora. Il achetait le journal quotidiennement, mais soutenait que ce n'était que des torchons. Peu lui importait donc quand ils arrivaient. Rickson, le chien d'Ian, était allongé dans le fond du magasin. Il poussa un grognement paresseux. Pendant des années, il avait accompagné son maître sur sa tournée, se faisant aboyer dessus par les autres cabots, et il l'avait protégé des gamins qui essayaient de chaparder des bonbons. Alors à la longue, il était devenu un peu acariâtre. Tout comme Ian, pour être honnête. Ils étaient bien assortis. Bramble, comme à son habitude, prit soin d'éviter Rickson. Ian lui caressa la tête avant de lui tendre le Highland Times. Puis le chien se remit en route avec assurance pour remonter la grande rue en trottinant. Il passa devant Pickle, le Jack Russell pourri gâté de Madame McCrory, qui ne mangeait que du poulet rôti comme sa maîtresse aimait à le claironner, au grand désespoir des autres habitants. Sur Muir, la plupart des chiens travaillaient. Ils faisaient partie intégrante des fermes et des propriétés. De nombreux Iliens se souvenaient encore de l'époque où le poulet était un luxe rare. Ils étaient alors beaucoup plus susceptibles de manger du phoque, ce que certains faisaient encore. Et le poisson était l'ingrédient de base de leur alimentation. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais
grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.